Dans cette édition, les audiences du président de la République, le chef de l'État, s'est entretenu hier avec l'envoyé spécial du président nigérien et une délégation d'hommes d'affaires indiens en mission de prospection en Côte d'Ivoire. Le tronçon Abobo-Akeikwa est officiellement ouvert à la circulation depuis hier. Coût de l'ouvrage, 1,2 milliard de francs CFA financé par la Banque mondiale. Et comme chaque vendredi, nous aurons la page sport. Ce sera tout à l'heure avec Anne-Marie Nguessan. Nous parlerons notamment de l'ouverture de la saison de boxe édition 2013. Bonjour à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Avant de développer ce titre, sachez que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation technique procède aujourd'hui au lancement des examens et concours scolaires session 2013. Selon les calendriers fixés en Conseil des ministres, les épreuves du CEPE auront lieu le 28 mai. Les épreuves orales du BPC du 4 au 7 juin. L'écrit est prévu du 11 au 12 juin. Le baccalauréat du 11 au 21 juin pour les épreuves orales. Et puis les épreuves écrites sont prévues du 25 au 28 juin 2013. Je vous l'annonçais en début de journal, il y a eu 2 audiences hier au palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec l'envoyé spécial du chef de l'État du Niger, Mamadou Issoufou, et une délégation de chefs d'entreprise venus de l'Inde. Ces opérateurs économiques indiens veulent se faire une idée précise des opportunités d'affaires qu'offre la Côte d'Ivoire. On fait le point avec Viviane Aymer. Le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement du Niger, Oumar Hamidou Tiana, était porteur d'un message du chef de l'État nigérien Mahamadou Issoufou à son homologue, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Assisté également à cette audience, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan et les ministres Ali Koulibaly de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger et Adama Toungara des mines, du pétrole et de l'énergie. La récente visite de travail du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan en Inde doit être considérée comme le départ d'une nouvelle relation entre l'Inde, pays émergent, et la Côte d'Ivoire, selon le vœu du président de la République Alassane Ouattara dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Ce sont des relations renforcées tant au niveau du secteur public que privé que le président de la République Alassane Ouattara veut favoriser entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Ainsi, suite à la récente visite du Premier ministre ivoirien dans ce pays, au cours de laquelle il a eu des rencontres avec les milieux d'affaires indiens, une dynamique est désormais lancée au niveau des secteurs privés des 2 pays, concrétisée par la mise en place d'une plateforme d'échange entre hommes d'affaires ivoiriens et indiens. Le Conseil d'affaires Inde-Côte d'Ivoire a vu le jour. C'est une plateforme pour aider les investisseurs, le secteur business ivoirien et pour le secteur indien pour travailler dans les pays en Côte d'Ivoire ou bien travailler en Inde. Derrière nous, il y en a APEXI, il y a CPC. Avec le support de toute cette organisation, notre effort, c'est pour aider les 2 pays pour augmenter les business et investissements dans les 2 pays. Et concrétisé aussi par la visite en Côte d'Ivoire d'un groupe de 47 chefs d'entreprise pour découvrir le pays et ses potentialités et se rendre compte de l'état d'avancement de la relance économique et de la réconciliation nationale, a expliqué le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Dibi Kofi, au président de la République qui recevait ce jeudi ce groupe d'hommes d'affaires indiens. Le président de la République leur a dit son souhait de voir s'établir des relations renforcées entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Il a parlé de son ambition pour son pays, la Côte d'Ivoire, et la nécessité pour la Côte d'Ivoire d'avoir de nouveaux partenaires au plan économique. Il a invité les hommes d'affaires indiens à investir en Côte d'Ivoire. Il les a rassurés sur le fait que leurs investissements seront protégés car la Côte d'Ivoire est redevenue un État de droit. Les hommes d'affaires indiens qui, au cours de leur séjour, ont effectué plusieurs visites et ont eu des contacts dans plusieurs secteurs, ont déclaré leur satisfaction.
J'ai remercié le président de la République pour cette visite qui a été formidable. Nous sommes très satisfaits des rencontres que nous avons pu avoir avec les hommes d'affaires ivoiriens et nous sommes convaincus que le gouvernement va nous apporter son soutien lorsque nous allons investir en Côte d'Ivoire. Hier, jeudi 8 mai, les Européens ont célébré l'unité de leur continent. Il en est ainsi chaque année. La journée de l'Europe, célébrée chaque 8 mai, a été également marquée en Côte d'Ivoire. On prit part à la cérémonie le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan, l'ambassadeur de l'Union européenne et d'autres ambassadeurs des pays européens. Alvarassa y était pour vous. Cette journée de l'Europe est le symbole de l'unité retrouvée entre les peuples européens après les 2 guerres mondiales qui ont déchiré ce continent. Selon l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Thierry de Saint-Maurice, ces moments de déchirure ont été surmontés par les Européens pour mettre en place l'Union européenne qui a permis le renforcement des liens entre les différents peuples européens. L'histoire de la construction européenne témoigne d'une réconciliation réussie depuis plus de 60 ans. Et dire que les Européens ont l'ambition qu'avec cette expérience, l'Union européenne puisse jouer un rôle utile dans le monde et singulièrement en Afrique et naturellement tout particulièrement dans ses relations avec la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a salué l'unité de ce continent, le bel exemple d'union que l'Union européenne donne au monde entier et son soutien à l'Afrique et particulièrement à la Côte d'Ivoire. C'est le lieu de féliciter bien vivement les dirigeants de l'Union européenne pour les résultats particulièrement édifiants obtenus, à savoir une intégration réussie au niveau politique, économique, monétaire et social notamment. Je voudrais exprimer l'espoir que la CEDEAO, qui a été conçue avec des objectifs similaires à ceux de l'Union européenne, puisse s'inspirer de l'expérience de sa prestigieuse dévancière en empruntant les chemins ainsi tracés par l'Europe. Rappelons que lors de la célébration de cette journée, les pays de l'Union européenne ont promis soutenir la Côte d'Ivoire dans son processus de développement et l'Afrique de l'Ouest dans sa lutte contre le terrorisme, faisant allusion à la crise malienne. Et on prend la direction de l'Italie, où un accord de jumelage entre le district d'Abidjan et la ville de Turin, une ville italienne, se prépare. Le gouverneur du district d'Abidjan en mission dans le pays, donc en Italie, a été reçu par le maire de la ville de Turin pour sceller ce partenariat dans le cadre de coopération décentralisée entre Abidjan et Turin. Envoyé spécial en Italie, David Guidan-Mobio. Turin, la capitale du Piémont, est une ville italienne de près d'1 million d'habitants. On peut également la définir comme la capitale italienne de l'industrie automobile. C'est le maire de cette ville, Piero Fassino, qui a reçu récemment le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begrimambé, en présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie, Saracino Tagliante. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des préparatifs d'un accord de jumelage. District d'Abidjan, ville de Turin. Ce jumelage offrira la possibilité d'échanger les expériences et de développer des projets conjoints sur les questions d'intérêt commun telles que l'environnement, le développement économique et social et les différences culturelles. Turin, c'est une ville qui a une tradition internationale très large. Nous, on a des accords de partenariat et de coopération avec 50 villes dans le monde. Turin, c'est la 2e province pour exportation du pays. C'est une ville qui a des relations internationales dans tous les domaines, dans le domaine de la culture, de l'université, de l'économie, de la science. Et donc ça, c'est le scénario dans lequel nous, on colloque aussi la coopération avec Abidjan, dans une phase dans laquelle nous, on est très intéressé à développer les relations de notre ville avec l'Afrique. Je voudrais remercier les autorités de Turin, notamment M. le maire, pour les ouvertures qu'il nous a faites dans un champ vaste de coopération dont nous avons identifié les vecteurs et nous lui avons adressé une invitation à venir à Abidjan de façon à consolider cette coopération et je pense que nous serons très heureux de le recevoir. C'est Abidjan qui a été choisi par le maire de Turin pour abriter la cérémonie de signature de l'accord de jumelage.
On revient en Côte d'Ivoire avec cette nouvelle qui réjouit depuis hier les populations d'Akeikwa et environ. Le tronçon Abobo-Akeikwa réhabilité a été officiellement ouvert à la circulation. Coût de l'ouvrage, 1,2 milliard de francs CFA et c'est un financement de la Banque mondiale. Noël Nyagno, le reportage. L'axe Abobo-Akeikwa, 3 km, une importance socio-économique indéniable. Initialement, vous aviez effectivement ici un village. Et Abobo était à 3 km. Mais au fur et à mesure, des lotissements ont été faits, les quartiers ont grandi et pratiquement, vous voyez, il n'y a aucune distance qui sépare ce village d'Abobo. Et tout autour, de part et d'autre de cette voie qui était en terre, c'est 140 000 personnes qui habitent. C'est également une cité dortoir de nombreuses populations. Et cette route était quasiment impraticable. En saison des pluies, c'était une catastrophe. En pleine ville, en plein cœur d'Aboboga. Voilà qui explique l'investissement de la Banque mondiale à hauteur d'1,2 milliard. À compter de ce jeudi 9 mai, jour de l'ascension, les populations mobilisées comme un seul homme, 3 membres du gouvernement, le directeur des opérations de la Banque mondiale, les autorités coutumières ont procédé à l'ouverture officielle de la voie. Le tout sous inspiration divine. Peuple d'Akeikwa, l'heure de ton ascension a sonné. Dieu a pris en main ta destinée pour t'élever. 1972, ce fut l'année du lotissement du village qui a consacré le tracé de la voie. 2012, année de bitumage, ça fait 40 ans. 40 ans, c'est la durée de la souffrance de la population d'Akeikwa. 40 ans comme le temps passé au désert par le peuple d'Israël pour atteindre Canaan, le pays de la promesse. Revenu sur terre, le chef de village d'Akeikwa a souligné sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara, à la Banque mondiale. Il a fait de Madanintal, directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, membre de la génération Doubo d'Akeikwa. Avec lui, les ministres Patrick Achi des infrastructures économiques et Adama Tunkara des mines et énergie. Par ailleurs, maire d'Abobo, Adama Tunkara a salué la réalisation de cet ouvrage qui le rapproche davantage de ses administrés et leur permettra de bénéficier plus aisément des infrastructures socio-économiques de base de la commune. Avec Ouattara, Guénéba et Dirasouba Larsen, passons à cette question. Quel système d'adressage des rues faut-il mettre en place pour une meilleure orientation des villes? L'adressage des rues, élément fondamental pour une bonne urbanisation, rencontre quelques difficultés, nous disent nos reporters. Un bon système d'adressage et de codes postaux de qualité sont des éléments essentiels à l'infrastructure et au développement socio-économique d'un pays. Ils facilitent les transactions commerciales et donc la croissance économique du pays. L'adressage des rues renforce l'efficacité du cadastre, facilite les secours aux personnes. Une ville doit avoir des rues baptisées. Ça veut dire que chaque rue doit avoir un nom ou bien un numéro afin de nous faciliter davantage dans nos missions de secours à victimes. L'adressage permet à chaque citoyen d'avoir une adresse, de se sentir intégré dans la vie sociale, de sortir plus facilement de l'informel et facilite l'accès aux services sociaux de base. Il permet de contrôler et maîtriser les mouvements d'immigration, de déménagement et de flux migratoires. Il facilite également les enquêtes et toute recherche effectuée par la police et la gendarmerie. L'adressage des rues devient une priorité partout où les États ambitionnent de devenir émergents, car il est conseillé d'entreprendre en liaison avec la poste, la numérotation à partir des plans cadastraux. Le constat montre que ces différentes expériences n'ont pas toujours donné les résultats escomptés dans les villes de Côte d'Ivoire, dont Bouaké. Lorsqu'il y a des étrangers qui arrivent au niveau de la ville, ça permet d'être en quelque sorte une référence pour se retrouver le plus rapidement possible. Moi j'ai fait un peu Dakar, là il y a un adressage très bien fait. Nous souhaiterions que cela soit fait à l'intérieur, pas seulement qu'à Abidjan. Les pays ayant réussi l'adressage se sont pour la plupart appuyés sur la Poste en tant que premier utilisateur avec le concours de services techniques comme le BNet et le cadastre soutenus par une volonté politique plus affirmée. La Côte d'Ivoire, pour la relance de son économie, devra davantage intégrer l'adressage des rues au plan directeur de ses villes, ce qui à coup sûr va participer à la réalisation du vœu du président de la République qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Opération réussie pour le groupement de sécurité présidentielle détaché à Bouaké.
Les hommes de ce groupement ont mis fin aux activités d'un réseau de braqueurs qui sévissait dans la région. Le gang, démantelé, troublait depuis 2 ans la quiétude des populations sur les routes et dans les domiciles. Son chef est connu sous le nom de l'homme à la moto rouge. Le témoignage est signé Ouattaramadou Walter Chaltatou. Conduite par l'adjudant Honoré Neba, la section du groupement de sécurité présidentielle JSPR détachée à Bouaké pour un appui en matière de sécurité vient de réussir une belle opération. Les éléments du JSPR ont démantelé le réseau de braqueurs à bord d'un agent à 2 roues de couleur rouge avec l'arrestation de 2 des braqueurs. Koné Ibrahim, chauffeur de taxi-moto, indicateur, et Soumarou Amadou, membre du Digan. Sanogo Aboulaye Dibaba, c'est le nom du chef de gang, connu sous le nom de l'homme à la moto rouge. Lui et son adjoint Asso ont pris la poudre d'escampette. L'homme à la moto rouge serait en ce moment à Divo où il mènerait des activités commerciales. Le réseau des malfrats démantelé est réputé dans les activités de coupeurs de route, de vol de moto et de braquage à main armée dans les domiciles des honnêtes citoyens. Depuis que nous sommes arrivés ici, on nous a parlé de la page rouge. Et vraiment, effectivement, c'est quelqu'un qui s'amusait beaucoup, mais personne ne savait ce qu'il faisait. Puisque à Bouaké, il y a beaucoup de motos, mais on ne savait pas au juste c'était qui. C'est juste hier qu'on a su que c'était lui, parce qu'il a un de ses petits qui nous a signalé que tous les braquages qu'ils ont faits, il nous a cité tout. La bande de l'homme à moto rouge sévissait à Bouaké depuis plus de 2 ans. Beaucoup de fonctionnaires et d'élèves ont été les victimes. Dans la nuit du 6 au 7 matin, il y a des malfaiteurs qui sont passés chez moi, armés. Ils ont vraiment pris tout ce qu'ils voulaient dans la maison. Je suis vraiment fier des autorités militaires qui les ont retrouvés. Et je pense que c'est ce qu'on attend d'eux. Je suis resté en train de lutter avec lui. Du moment où il avait arme, il y a 2 de ces gars qui sont venus derrière moi. Moi, je le reconnais très bien. Ce monsieur, oui, je le reconnais pas, on était dans Maquet ensemble. C'est le lieu d'appeler les populations à une franche collaboration avec les forces de l'ordre pour une efficacité dans la lutte contre l'insécurité à Bouaké. On passe maintenant à cette rencontre entre le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, et les officiers stagiaires de la 12e promotion de l'école d'état-major de Libreville en visite en Côte d'Ivoire depuis le 5 mai dernier. Les officiers stagiaires ont aussi visité des structures spécialisées du ministère de la Défense. Mamadou Kouassi, reportage. Au nombre de 59, dont 5 Ivoiriens, ces stagiaires issus de 18 nationalités ont été reçus à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire par le général de brigade Touré Sekou. Une brève présentation de l'organisation de l'état-major a été faite à la promotion qui s'est ensuite rendue à l'école de gendarmerie. À cette étape, les officiers de l'école d'état-major de Libreville ont pu prendre connaissance du fonctionnement de la gendarmerie nationale ainsi que de ses missions. Le premier bataillon des commandos parachutistes a pour sa part proposé une démonstration dynamique de destruction d'un poste de commandement ennemi sur renseignement après une présentation de l'unité et une visite guidée du matériel de largage. À l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, la promotion Alassane Ouattara a eu droit à une démonstration de libération d'otages après s'être fait expliquer l'historique et les missions de cette unité de la gendarmerie nationale. Au cabinet du ministre en charge de la Défense, enfin, c'est en présence de l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire, Faustin Mugengi Zigou, que Paul Kofi Kofi a donné la vision du gouvernement sur la nouvelle armée ivoirienne. Le colonel Gouri André, conseiller terre du ministre de la Défense, a expliqué aux autres Gabonais la réforme de l'enseignement militaire en cours au sein des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC. Les divers sujets abordés dans chacune des étapes ont suscité l'intérêt des officiers stagiaires. Nous avons été très satisfaits de toutes les démonstrations qui ont été faites, ce que nous avons vu au niveau des unités ivoiriennes. Nous sommes vraiment impressionnés pour un pays qui sort de crise, voir ce niveau d'opérationnalité, vraiment ça nous impressionne beaucoup. Au travers de cette visite, le diplomate gabonais a relevé l'excellente relation qui existe entre son pays et la Côte d'Ivoire. L'élément qu'il faudra certainement signaler, c'est ce coup d'envoi que le président de la République lui-même a voulu donner pour redynamiser cette coopération militaire entre nos 2 pays en acceptant lui-même de parrainer la 12e promotion de l'école d'état-major de Libreville. Prochaine étape de ce voyage études, l'école des forces armées des Ambacro. Le CNJCI, le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, vient de tenir une conférence de presse. Objectif, présenter son projet en faveur des jeunes de Côte d'Ivoire. Plus de détails avec Maïsako.
Le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, CNJCI, est une plateforme d'échange et de rassemblement pour les jeunes Ivoiriens. L'organe permet également à la jeunesse de se prendre en charge à travers l'auto-emploi. Dans l'accomplissement de ces missions d'insertion, d'encadrement et d'éducation des jeunes, le ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs a entrepris de mettre à la disposition des jeunes les instruments de leur épanouissement. Ainsi, le Fonds national de la jeunesse a été réactivé pour résorber le chômage des jeunes. Le FNJ finance dans ce cas les projets des jeunes et fait la promotion de l'auto-emploi. De même, la carte jeune a été réactivée pour faciliter l'accès des jeunes aux biens et services. Mais les jeunes, principaux concernés des activités du CNJCI, sont-ils au fait de son existence? Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Bon, je n'ai pas grande connaissance de ce mouvement. Voilà. En tout cas, on n'a jamais entendu parler de ça. Peut-être c'est une innovation. En tout cas, nous sommes ignorants de la question de CNJ. En fait, j'ai entendu parler de ça brièvement, mais bon, pas dire que je connais franchement le fonctionnement, non. Mais j'en ai entendu parler comme ça brièvement. Le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, créé depuis octobre 2012, gagnerait à se faire mieux connaître. La conférence de presse a aussi été l'occasion pour le Conseil d'annoncer la tenue de l'élection du président et des différents délégués du CNJCI, prévue le 26 mai. Et pour les nouvelles à l'étranger, le Bangladesh ne finit pas de compter ses morts après l'effondrement il y a 2 semaines d'un immeuble de textile. Plus de 1000 morts selon le dernier bilan communiqué par les enquêteurs. L'heure est aujourd'hui à l'identification des corps alors que les Bangladais comptent leurs morts. Un incident va survenir dans une autre entreprise de textile faisant au moins 8 morts. Ces personnes ont perdu la vie étouffées par une fumée toxique. Elles étaient coincées dans un couloir de l'entreprise. Et aux États-Unis, en bref, l'enquête se poursuit sur l'enlèvement et les viols commis par Ariel Castro, qui a été inculpé hier. Il risque la peine de mort, selon le procureur. L'ancien chauffeur d'autobus est accusé d'avoir séquestré et violé 3 jeunes femmes pendant 10 ans à Cleveland, aux États-Unis. Et c'est maintenant l'heure de parler sport. C'est avec Anne-Marie Nguessan. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Marie-Laure, bonjour à tous. Allez, on commence par la boxe avec l'ouverture de la saison 2013. Tout à fait. La boxe reprend de service en Côte d'Ivoire avec le nouveau président de la Fédération ivoirienne de boxe, Wabi Spider, qui veut redonner à cette discipline son lustre d'antan. À cet effet d'ailleurs, il a été procédé au lancement officiel de la saison 2013 où il a été question de mettre en exergue les débutants. Sébastien Wougnien-Aïwa. Le premier combat de la soirée a opposé Abdul Aziz au coin rouge à Koto Emorik de Kennedy. Abdul a passé des moments très difficiles sur le ring. 3 rounds, il n'a jamais su inquiéter son adversaire. Koto Emorik dicte bien sa loi et par 2 contre 1, il remporte sans difficulté ce combat. Le deuxième combat de la soirée est plus intéressant. Pas de cadeau entre Sanogo Ahmed en rouge et Yao Kona Michael de Ancré Boxing Club. Un combat riche en action. Sanogo Ahmed abandonne après 2 rounds. Victoire de Yao Kona Michael. Le président de la Fédération ivoirienne de boxe, Wabi Spider, met l'accent sur la performance des débutants. La boxe est au cœur de la cité. Là, nous sommes en plein au milieu de la cité. On a un engouement incroyable. On a eu beaucoup de participants au niveau des boxeurs, plus de 50, une soixantaine de l'intérieur. Et là, on a du mal à finir le programme. J'appelle tous les amoureux de la boxe à venir à l'espace Sokosé. Ça sera l'apothéose et en même temps le départ d'un nouveau commencement. Au programme, 12 finales ce soir dans la catégorie coq. Voilà, Anne-Marie Nguessan, on va passer maintenant à une autre discipline et c'est le karaté. Tout à fait. La Fédération ivoirienne de Vokotren Vietnam à Côte d'Ivoire a organisé sa coupe nationale au Casa des 2 plateaux. Il faut dire que plus de 200 pratiquants ont pris part à cette compétition qui a permis de sélectionner les meilleurs qui vont prendre part au tournoi international qui va se dérouler au Maroc le 14 mai prochain.
Repartis dans les catégories super poussées, poussées, pupilles, minimes et en équipe cadet, junior et senior, les 262 athlètes sont venus des clubs d'Abidjan et de l'intérieur du pays, à Bangourou, à Dzopé, San Pedro et Mont. Les enfants ont fait sensation à chacune de leurs prestations. Au terme des confrontations, les grands vainqueurs ont été la Source d'Abobo, Kalao Belleville également d'Abobo et Renaissance d'Abangourou. Je veux beaucoup apporter pour le sport en Côte d'Ivoire. Parallèlement à ça, je tiens aussi à encourager beaucoup de jeunes qui font ce genre de sport, en particulier le Vauclutren. Les meilleurs athlètes de cette compétition prendront part au tournoi international de Vauclutren qui aura lieu au Maroc le 12 mai prochain. À cet effet d'ailleurs, la fédération Vauclutren Vietnam-Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour une préparation idoine des athlètes qui représenteront la Côte d'Ivoire. Anne-Marie, c'est un jeu qui t'inspire? Beaucoup. Voilà, on va continuer avec les arts martiaux, cette fois-ci avec le taekwondo. Tout à fait. La Fédération ivoirienne de taekwondo qui a reçu la visite d'une délégation de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie conduite par Alla Yao, directeur des programmes de cette institution. Cette visite s'inscrivait dans le cadre des activités de la Conféges qui était à Abidjan à l'occasion d'un séminaire de formation portant sur le renforcement des capacités des secrétaires généraux des fédérations sportives nationales de 6 pays de la sous-région. Et c'est en tant que meilleure fédération sportive que l'instance fédérale de taekwondo a été retenue. Son administration et son fonctionnement devraient inspirer la Conféges et servir de modèle d'une fédération bien structurée. Première étape, le siège administratif. Les 14 membres de la Conféges ont pu apprécier les conditions de travail de cette fédération. Un personnel administratif et technique permanent, des outils de travail modernes, un site internet, des bureaux bien équipés et un entrepôt pour les équipements de compétition. Le secrétaire général, la maître Azumana Siaka, a saisi cette opportunité pour faire l'historique de la Fédération ivoirienne de taekwondo, vieille de 40 ans. Il a expliqué à la Conféges son mécanisme de fonctionnement, son organigramme, sa stratégie de communication et la déconcentration de ses activités à travers ses ligues départementales et communales. Deuxième étape de cette visite, le Dojang national et le siège de la direction technique nationale situé dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny. Le Dojang national est le lieu d'entraînement, de formation de la direction technique nationale. Il est moderne et bien équipé, avec un décor qui présente les hommes qui ont marqué l'histoire de cette fédération en Côte d'Ivoire et dans le monde. Le siège technique, quant à lui, sert de lieu de réunion et d'études techniques à la direction technique nationale. Au cours des échanges qui ont eu lieu, les membres de la Conféges ont manifesté leur admiration à cette fédération qui fait la fierté du sport ivoirien et des fédérations sportives de Côte d'Ivoire. Des informations concernant cette fois-ci le football pour terminer complètement. La SEC Mimosa qui a battu hier le CO Boifle 1-0 s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe nationale. De même que la JCA Treichville, le Stella Club d'Abidjan, la FAD Lazi et le Sporting Club de Gagnoa. L'ES Bafing en Ligue 2 et l'Alliance de l'Indénié de Détroit accèdent également en quart de finale de cette Coupe nationale. Et puis la 21e journée de la Ligue 1 se disputera bien sûr ce week-end. Demain samedi 11 mai, JCAT Bassam au Parc des Sports de Treichville, AFAD Benjeville au stade Robert Champrou de Marcory, CO Sport SOA, c'est à San Pedro, Gagnoa Africa Sport à Gagnoa, CO Korogo et FIM à Boaké. Et puis le dimanche 12 mai, nous aurons 2 rencontres d'Engele Asie à Boaké, Stella Asec Mimosa au stade Robert Champrou de Marcory. Il faut toujours rappeler que toutes ces rencontres débutent effectivement à partir de 15h30. Voilà, merci Anne-Marie. C'est tout ce qu'il fallait retenir pour aujourd'hui. C'est l'essentiel en tout cas. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous très bientôt. Passez une très bonne suite de programme sur RTI1.